Bonne année 2018, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison du Point G. 2018, quelle année. Une année en riche en réussite. On se demande ce qui va se passer dans cette année 2018. Ah ouais, moi aussi, je me demande vraiment, vous savez... Peut-être une petite crise avec des gilets jaunes. Oh là 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 là, imaginez si le président Macron se retrouvait obligé de devoir faire face à des gens qui courent dans la rue en gilet jaune. On n'imagine pas un truc comme ça, hein. Imaginez une affaire, je sais pas moi, d'un homme de main de Macron. L'affaire, on pourrait l'appeler l'affaire Benalla. Ça pourrait être drôle, non? Oh, ça pourrait être chouette. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette année 2018. Bonjour d'ailleurs Guillaume Ménech. Bonjour Gaspard Garmont-Pré, bienvenue sur le Point G. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto G. On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et comme d'habitude, parce que de toute façon on va pas perdre ces bonnes habitudes que nous avons eues en 2017. J'essaie de faire perdurer la blague mais ça ne marche pas. Je vous propose tout de suite de passer aux actus. Et si Gaspard tu nous parlais un petit peu dans le JT. L'attentat de Strasbourg était prémédité. C'est une info exclusive du Monde qui tombe en ce début de semaine. Selon les derniers éléments de l'enquête, le djihadiste cherchait des armes depuis plusieurs semaines et avait confié à sa mère son intention de mourir. Contrairement à ce que laissaient entendre les forces de l'ordre au lendemain de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre 2018, ce dernier était bien un acte prémédité, recherche d'armes, vidéo de revendication, envie de mourir confiée à son entourage. Chérif Shekat, le djihadiste qui a tué 5 personnes et en a blessé 11 autres ce soir-là, allait tôt ou tard passer à l'acte. À la veille du drame, il était en fait depuis plusieurs semaines en plein préparatif. Le jeune homme de 29 ans faisait l'objet d'un suivi actif de la DGSI. L'attaque semblait avoir été précipitée par son interpellation ratée le matin des faits dans une affaire distincte pour tentative d'assassinat sur fond d'extorsion et de vol. Une affaire dont le djihadiste allait être le seul à réchapper puisque les 3 autres membres de sa bande, dont 2 individus connus pour radicalisation, étant déjà interpellés. Et c'est encore et toujours la même histoire, Guillaume Ménech. Moi j'ai aussi envie de vous parler d'une même histoire mais qui s'oriente plutôt vers la politique. Imaginez qu'un simple directeur de cabinet d'un ministre puisse se verser des primes en espèces, en cash. Ça n'existe pas en France. Non, ça n'existe pas, c'est impossible. Et pourtant, entre 2002 et 2004, à l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac et il avait comme directeur de cabinet un homme politique des Républicains que l'on connaît très bien, très bien, Claude Guéant. Il se trouve que Claude Guéant s'est versé, parce que, attends, c'est quand même assez incroyable, il s'est tout de même versé des primes en liquide dans une enveloppe qui était destinée aux frais d'enquête et de surveillance des policiers, des primes allant de 5 à 8 000 euros par mois, auxquelles s'ajoutait évidemment son salaire de 8 000 euros par mois, plus des indemnités de 2 200 euros par mois. Ceci bien sûr dans une illégalité la plus totale. Claude Guéant avait été condamné par rapport à ceci en 2017 à 2 ans de prison, dont 2 avec sursis par la Cour d'appel de Paris. Et finalement, au-delà des 75 000 euros d'amende qu'il devra obligatoirement payer, il ne fera pas 2 ans avec sursis, mais 1 an ferme. Claude Guéant, ça m'étonnerait qu'on le retrouve dans des prisons enfermé avec un petit lit, surtout quand on a vécu comme un roi pendant des années. Ah, la politique. Et moi j'ai envie de vous parler d'un article de Slate qui est paru cette semaine. Proclamer crânement que l'on est aux portes du pouvoir, c'est sans doute ici l'expression d'un candidat à l'élection présidentielle en difficulté. Mais cette affirmation de JLM, Jean-Luc Mélenchon, peut aussi traduire la réalité d'une situation. Pour ma part, je le crois en France, les populistes sont aux portes du pouvoir. Tels sont les mots publiés dans un article donc de Slate, comme je vous le disais ce lundi, qui pose la question de big question du moment. Que se passerait-il si la prochaine élection présidentielle avait lieu demain? Alors on rejoue les dés, avec ou sans Wauquiez pour la droite, force est de constater que ce dernier est tellement antipathique aux Français que ces derniers préféraient un Macron même dans cette période jaune du quinquennat. Avec de savants calculs et un constat à la progression du vote populiste depuis 81 et en considérant la mesure d'intention de vote établie par l'IFOP en décembre 2018, post-acte 5 des Gilets jaunes, eh bien ces mesures confirment la tendance. Il serait donc désormais possible, selon le média Slate, que la prochaine élection présidentielle fasse tomber la présidence de la République entre les mains d'un candidat ou d'une candidate populiste. Celle de Marine Le Pen reste les plus probables.
Pour essayer de contrer justement cet élan populiste, Emmanuel Macron a lancé un nouveau mouvement en France, celui du grand débat national. L'idée est assez simple, pouvoir répondre aux revendications des Gilets jaunes et aux revendications de tous les partis politiques qui aujourd'hui s'opposent à ce mouvement, s'opposent à sa politique, s'opposent à son quinquennat et bien évidemment s'opposent à toutes les réformes qu'il essaye de mettre en place. Le grand débat national, tel est son nom, va être quelque chose d'assez incroyable d'après ce qu'on peut dire un peu partout et qui a commencé hier, le 15 janvier pour être précis, à l'heure où l'on vous parle. Le 15 janvier, pour commencer ce grand mouvement, Emmanuel Macron s'est rendu à Bourteroulde. Il a parlé pendant 6 heures debout, en chemise, avec les manches retroussées, devant 600 maires qui étaient un petit peu éberlués de voir un président comme ça pour la première fois depuis 40 ans parler directement aux maires de France. Aux maires de France pendant 6 heures avec qui il a débattu pour essayer de trouver les meilleures solutions et les meilleures revendications qu'on pourrait encore essayer de mettre en réforme. Le grand débat national s'oriente sur 4 sujets principaux. La transition écologique évidemment, la fiscalité et la dépense publique, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics, que des sujets qui ne font que parler d'eux, surtout avec l'élan des Gilets jaunes. Le grand débat national va prendre plusieurs étapes. Une première étape qui a commencé dès maintenant, dès le 15 janvier, avec une concertation directement d'Emmanuel Macron et des maires, et qui va pouvoir continuer sur le long terme jusqu'au 15 mars 2019. En quoi ça consiste exactement? Il suffit de se rendre sur le site legranddébatnational.fr et de pouvoir essayer de trouver des réunions de soutien et des réunions d'échange, de débat qu'il y a autour de chez vous. Vous pouvez y participer avec le maire de votre commune ou d'autres communes et d'essayer de trouver des solutions, donner votre petit grain de sel qui pourra peut-être au fur et à mesure remonter jusqu'aux oreilles du gouvernement. Par ailleurs, le grand débat national lance une sorte de référendum en quelque sorte qui soit un référendum sous forme de formulaire. L'idée est assez simple, allez vous chercher vous, chez vous, directement, sans que vous ayez à vous déplacer. Il vous suffit de vous rendre sur le site à nouveau du grand débat national et de participer en donnant tout simplement votre avis sur la politique, en donnant votre avis sur les 4 sujets principaux que j'ai pu citer tout à l'heure et d'essayer tout simplement de faire avancer les points en fonction de ce que vous souhaiteriez, vous, qu'il se passe en France. Sur les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Vous répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et cette semaine, dans le grand débat, pourquoi Bilal Hassani dérange-t-il autant en France? Pour faire un petit biopic de Mr Bilal, Bilal Hassani est un youtubeur, idole des ados et cible des homophobes. Du moins, c'est ce qu'on peut lire sur Télérama. On peut le voir aussi, si vous ne le connaissiez pas, il est maintenant très largement médiatisé en France. De par sa participation à l'Eurovision, c'est quelqu'un qui a réussi à réunir à peu près 700 000, 800 000 personnes autour de sa chaîne YouTube. Chanteur, youtubeur lifestyle, Bilal Hassani dérange en France et pour cause... Et pour cause, son genre. Bilal Hassani est quelqu'un qui affirme son genre, sa sexualité, ses envies, sa personne, son personnage. Bilal Hassani est quelqu'un qui préfère les hommes et quelqu'un qui tout simplement l'assume et assume aussi ses envies de s'habiller, son style vestimentaire. Il porte des perruques, il a des gestes efféminés. Et pourtant tout ceci ne choque pas forcément sa communauté qui la suit pour ça, qui la suit pour sa personne, qui la suit pour qui il est, puisqu'il est peut-être aujourd'hui, je pense, l'un des ambassadeurs de ce genre affirmé en France et surtout sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de la France est dérangée à cause de ça. Ouais, on peut carrément parler d'une icône queer chez les jeunes français, parce que c'est vrai que pour le coup, ça commence pas mal. Ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on a des youtubeurs, des influenceurs transgenres, on a toute la gamme LGBTQ en Amérique du Nord. Ceci étant dit, en France, c'est encore quelque chose qui se fait discret. Affirmer son homosexualité quand on est youtubeur, je pense d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais un petit peu quand même, un youtubeur qui s'appelle le youtubeur Newtituff, qui était un youtubeur Pokémon. Donc, dans la grosse industrie du gaming sur YouTube en France, très difficile d'assumer son homosexualité. Pourtant, il l'a fait, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans déjà qu'il a affirmé son homosexualité. Et on avait pu voir dans les commentaires et des violentes réactions, quelques années après l'autorisation du mariage homosexuel. Et par rapport à ça, Bilal Hassani ne fait que se défendre et fait face à des critiques monstrueuses. Je suis allé me balader tout à l'heure sur Facebook où je suis allé voir les posts du Figaro, du Monde et de plein d'autres médias qui ont partagé bien sûr les exploits de Bilal Hassani qui a remporté la demi-finale de Destination Eurovision, le télécrochet qui permet justement de choisir la personne qui représentera la France à l'Eurovision. Et parmi ces commentaires, mais des monstruosités sur sa sexualité,
des commentaires monstrueux sur son origine. Quelqu'un d'extrêmement ouvert, quelqu'un d'extrêmement coloré, quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Alors oui, peut-être qu'il vous fera penser à certains candidats de télé-réalité un peu too much, si jamais c'est pas trop votre délire. Mais tu vois, je pense que c'est aussi son personnage. Et Ouais. c'est ça qui marche avec lui, c'est qu'on sait qu'il est too much, mais il en fait exprès, tu vois. Il est comme ça, et je pense que c'est un mec qui peut aussi, quand il le faut, être super sérieux sur la scène de l'Eurovision. Tu vois, il a pas été too much. Ah, mais Quand bien il a- sûr. Quand il a répondu aux questions de Garou, il était vachement clean, vachement bien dans ses baskets. Il montrait qu'il en avait dans le ventre et qu'il avait envie d'y aller. Et ça, je trouve que ça fait vraiment une belle différence. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il s'adresse à ses potes, à sa communauté, qu'il considère vraiment comme ses amis, comme ses vies, comme il le dit sur Twitter, on retrouve vraiment, oui, je le suis beaucoup, on retrouve vraiment quelqu'un qui à la fois assume le fait qu'il est un peu follette et qu'il adore ça, et qu'en même temps dans des situations importantes, sérieuses, il sait l'être, il sait être sérieux, et Ah il oui. sait maîtriser sa personnalité. Et ça, je trouve ça vachement fort. Mais derrière, quand tu regardes les réactions des personnes qui ont 40, 50, 60 ans sur les réseaux sociaux, et même des plus jeunes d'ailleurs, hein, c'est monstrueux. Et tout à l'heure, on parlait, tu sais, de la montée du populisme par rapport à l'article de Slate. Je pense que c'est tout bête, hein, mais on peut faire un parallèle monstrueux avec ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui ramènent la politique, qui ramènent l'extrême droite à ce genre de choses, tout simplement parce que oui, Bilal Hassani est d'origine arabe, oui, Bilal Hassani est gay, oui, mais où est le problème quand on a quelqu'un qui est capable justement de montrer fièrement les couleurs de la France, Ouais. les couleurs justement peut-être de cette nouvelle culture aussi qui arrive en France et qui dit que concrètement, eh ben, on va s'assumer tel qu'on est, on va s'assumer, et il n'y a personne qui pourra dicter quelle personne on doit aimer, comment on doit se tenir et comment on doit se montrer. Complètement d'accord. Après, sans complètement partir dans la politique, c'est clair qu'il vient casser les mœurs. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je vous conseille aussi un podcast très cool où il parle de sa masculinité, Bilal Hassani. Et il en parle très bien pendant 50 minutes de manière beaucoup plus posée que le ton qu'on lui retrouve d'habitude. On vous a posé la question, hein, d'ailleurs. Enfin, personnellement, je vous ai posé la question sur Instagram, en précisant que c'était bien sûr pour le point G, etc. Et donc, a priori, vous m'avez donné l'autorisation d'en lire quelques-uns. Alors globalement c'est extrêmement positif, on le soutient, génial, c'est super. Il casse les codes en étant arabe et gay, je suis marocain, je trouve ça génial. Les goûts et les couleurs, ça fait beaucoup, je respecte ce garçon, mais je ne lui trouve pas forcément un talent hors norme. On peut l'avouer, depuis le début, et nous-mêmes on le fait, depuis le début de l'Eurovision, on s'intéresse plus à Bilal Hassani et à son personnage plutôt qu'à ses talents musicaux. C'est vrai qu'on parle peut-être plus de mœurs depuis le début de l'Eurovision que réellement de chansons. C'est hein. ça, et on le fait nous-mêmes, tu vois, depuis le début de ce débat. Et pourtant, Bilal Hassani, moi je trouve que, enfin, très très honnêtement, hein, il a une très belle voix. Je pense que sa chanson Roi a un potentiel. A un certain potentiel pour lui et est parfaite pour l'Eurovision. Maintenant, je pense qu'elle met pas assez non plus en valeur ses talents. Quand il a fait sa reprise de Stromae, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui se dégageait, avec une voix extrêmement poussée. Il arrivait à aller très très loin. Et moi, je trouve ça très très beau. Et je pense que, honnêtement, si il arrive à vraiment mettre à la fois son personnage, sa personnalité aussi dans ses chansons et aussi dans son écriture, et j'espère pour lui qu'il continuera et qu'il le fera, il va se créer une identité musicale qui sera vraiment forte, et je pense que vraiment ça pourrait être un des futurs talents de ces prochaines années. Après, c'est vrai que bon, on peut reprocher évidemment de ne pas parler assez de musique, de trop parler de sa personnalité, mais de toute façon, qui parle encore de l'Eurovision et qui parle de musique lors de l'Eurovision, quand on voit les baisses d'audience pas possibles année après année, bon bah c'est vrai qu'on peut se poser la question de... Et je pense sincèrement que France 2 a tout intérêt à le soutenir, qu'il fasse l'Eurovision, qu'il gagne la finale ou pas, parce qu'au vu des audiences qu'il a produites au moment où il est passé sur la chaîne, il y a eu un bond quasiment 2x2, hein, c'est impressionnant. Rien qu'à regarder les votes, je veux dire, quand Bilal Hassani écrase Chimène Badi, on y pense qu'on pense de Chimène Badi, on l'embrasse Chimène. Mais c'est vrai que Chimène Badi qui a eu quand même une grosse carrière, oui. Chimène Badi, quand on voit qu'elle se fait écraser par ce petit jeune, c'est quand même... Moi, ça me fait plaisir. Ouais, mais oui, mais bien évidemment, et puis on voit à quel point la force d'une communauté comme celle de Bilal Hassani peut être puissante. Faut voir à quel point ses potes sur les réseaux sociaux, d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs, et même toute sa communauté pure, hein, c'est-à-dire moi, par exemple, je fais partie de sa communauté, et très clairement, c'est la puissance de vote, la puissance d'audience qu'il peut apporter, montre à quel point aujourd'hui France 2, et s'il y a quelqu'un de chez France 2 qui nous écoute, mais soutenez-le. Allez plus loin si vous voulez redonner une place aux jeunes à la télé ou la télé dans la vie des jeunes, mais gardez Bilal. J'ai un autre commentaire qui est assez intéressant. C'est dommage car il a des vraies valeurs, mais on dirait que la France veut juste remplir ses quotas. Pour le coup, je trouve ça vraiment triste parce que tu vois, autant il y a des quotas dans certaines émissions. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une espèce de bienséance que France 2 veut se donner en essayant de justement amener des personnages qui sortent un petit peu
de l'ordinaire. Ouais, mais alors je sais pas si la réflexion s'est faite autour du il faut vraiment amener des personnes d'origine différentes, etc., etc., etc. Je sais pas si c'est vraiment parti de ça ou si c'est parti plutôt de l'idée de on va aller chercher vraiment des identités, tu vois. Ouais. Et je sais pas si l'origine sociale, etc., etc., a eu ou ethnique ou ce que tu veux, a eu un véritable impact sur le choix des candidats, peut-être. Mais D'autant je suis qu'on ne parle vraiment pas sûr du quand tout on des voit, autres candidats. Hein. Ah non, et puis il y en a certains, on se demande comment ils sont arrivés là. Les derniers commentaires que je trouve pas forcément ultra intéressants, mais que je pense que c'est quand même important de soulever le point de vue qui est partagé par la personne. Bilal a du talent, mais il n'est pas du tout représentatif de la France. Mais est-ce que c'est vraiment de toute façon le rôle de l'Eurovision Tu vas me dire d'aller qu'Amaury Vassili représente la France. Enfin, faut arrêter. Le mec est un chanteur lyrique, il a beaucoup de talent, mais il n'y a aucune représentation de la population française. L'Eurovision n'a jamais été un show qui représentait la France. L'Eurovision, c'est simplement un show qui permet derrière de faire peut-être, oui, découvrir une culture, mais au-delà de ça, qui permet de faire du fric. C'est un simple moyen de faire de l'argent. Peut-être pas au début, et dans les débuts de l'Eurovision, je pense que ça ne l'était pas forcément. Aujourd'hui, c'est juste une question d'audience. Et je pense que honnêtement, que ce soit demain, on pourrait mettre Fabrice Lucchini qui représente la France à l'Eurovision en faisant un slam de merde. On saurait très bien que quoi qu'il en soit, ça ne changerait absolument rien et ne représenterait pas la France non plus. Je pense que honnêtement, et puis je pense que même aujourd'hui, Bilal Hassani représente une certaine culture de la France et une culture de cette jeunesse et une philosophie de la jeunesse d'aujourd'hui. Et je trouve ça plutôt bien. Et l'Eurovision, qui est quand même, on le rappelle, hein, en France, je sais pas, je vais vous prendre un gros chiffre là, en France en 2014, ça a fait 5 millions d'audience et pas loin de 200 millions à l'échelle du monde quand même. Ce qui n'est pas rien et ce qui fait de l'Eurovision l'un des shows les plus suivis au monde à la télévision. Plus que le point G ? Non, le point G, on est bien au-delà de ça, faut pas déconner non plus. En tout cas, Bilal, on te soutient à fond ici. Continue, vas-y à fond, on sera là pour la finale et on espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on pourra compter sur toi lors de l'Eurovision. Wouh ! C'est l'heure du super, méga, giga. Super méga coup de cœur. Un homme pressé, c'est vraiment très chouette. L'histoire s'inspire du livre J'étais un homme pressé, AVC, un grand patron témoigne. Un bouquin de Christian Streif, ex-PDG d'Airbus et de PSA Peugeot Citroën, dans lequel il raconte son accident de santé qui lui a donc causé une lente reconstruction physique et mentale. Dans ce film, grosso merdo, si je vais vous faire un petit peu le résumé, on retrouve un Fabrice Lucchini qui campe donc ce personnage dans l'automobile, un grand PDG qui va très vite, qui déteste tout le monde, qui fait un peu la gueule et qui un matin se réveille en ayant des difficultés pour respirer. On retrouve donc un Fabrice Lucchini qui campe donc ce personnage qui a vraiment existé, un homme détestable, on peut le dire, pressé, qui ne se souvient de rien. Je ne vous spoil pas plus, mis à part qu'on peut aussi retrouver Leila Bekki, si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui, bon, et pour moi, c'est un peu le même bémol. Igor Gottesman qui fait un... Ah oui, petite Igor, apparition, ouais, je l'aime bien lui. tirant le- Alors, j'ai pas son nom de famille, mais je sais qu'il s'appelle Igor parce que j'ai vu la chanson de Nekfeu, Ref. Le film est plutôt réussi. Le seul truc qu'on pourrait un peu reprocher au film, c'est comment se fait-il que Leila Bekki joue tout le temps ce même rôle. Camélia Jordana lui partage l'affiche avec ça. C'est-à-dire que c'est les deux seules et elles vont jouer tout le temps le même rôle. C'est Nana de cette même génération, de la Nana de banlieue qui a réussi et qui retourne dans le HLM de ses parents. C'est toujours la même scène. J'ai l'impression qu'on nous la ressort, qu'elle a été filmée une fois et qu'elle est dans 10%, pour pas faire de mauvais jeu de mots, dans 10% des comédies françaises actuelles. Et puis, mine de rien, ça met quand même en lumière la triste réalité des séquelles d'un AVC. Super méga coup de cœur. Moi, j'ai failli vous parler de l'homme pâle. Ah, ouf! Parce que l'autre jour, j'ai parlé de 10%, tu m'as dit « Ouais, c'est tellement mainstream, tout le monde connaît. Et finalement, j'ai décidé de parler d'un truc encore... D'Orelsan. Tout le monde connaît encore plus. J'ai envie de vous parler d'une ville, d'un endroit où je me suis rendu début janvier pour la première fois de ma vie. Et j'en rêvais. Depuis que j'étais petit, je m'y suis rendu avec ma petite amie. Mes phrases riment et peut-être que je pourrais faire un alexandrin. Et je suis allé à New York. Mais mon Dieu, que c'était bien. Mon Dieu, que c'était beau. Mon Dieu, New York, c'était fou. J'étais assez impressionné par la... Vous savez, c'est un peu cliché, c'est même dans les sketchs de Gad Elmaleh. New York, c'est génial, tu prends une claque, putain, tu veux un taxi, tu lèves une main. Tu veux de taxi, tu lèves deux mains.
Mais c'est à peu près ça, mais c'est vrai en fait. C'est tellement cliché que c'est vrai. Cette ville bouge, ça bouge, mais ça bouge de partout. Il y a qu'une seule erreur dans cette putain de ville, et j'ai envie de devenir maire pour pouvoir le faire. C'est le métro. Mais il va falloir arrêter avec votre métro. Devenez parisien ou devenez montréalais, j'en sais rien. Mais votre système de métro est vraiment à chier. Comment ça? Genre, c'est une caisse qui t'embrouille de partout. Il y a même pas d'eau-parleur. Le mec il parle avec un micro comme dans les années 60. Enfin, ça suffit. Ah, quoi. c'est vrai qu'il est On un peu vieux. Attends, mais on bon. est à New York. Alors, premier point. Deuxième point aussi où je vais râler un petit peu parce que j'aime bien. Je pique un coup de gueule et après je vous explique pourquoi j'ai adoré cette ville. Sincèrement, votre système de tips, on vous donne notre carte bleue, vous revenez avec la carte bleue, vous nous laissez un livret avec un stylo et un papier. Mais ça, c'est aux États-Unis. Mais on a envie de vous dire, mais les gars, vous inventez PayPal, vous inventez Facebook, vous inventez Twitter, et vous êtes même pas capable d'imaginer un putain de système pour payer Ouais, vos c'est vrai. tips. Mais il va falloir arrêter. C'est quand même incroyable. Non mais tu vois, Ah oui, c'est y a parti rien. pareil, c'est pas qu'à New York. Mais non, mais c'est quand même dingue, je trouve. Tu vois, il n'y a pas de système pour payer les tips, alors qu'au Canada, ils ont l'intelligence, même s'ils font chier avec leurs tips, ils ont l'intelligence de mettre ça sur les terminals de paiement. Moi, je trouve ça stylé parce que, bon, alors après, ça fait vraiment vieille France, etc. Mais Ouais. quand t'as le grand-père ou le daron Il a son qui petit sort pro- son truc, il sort son petit stylo Mont Blanc, il rajoute le petit tips pour le serveur, il est sympa, puis il fait, ouais, c'est pour moi, ouais. Je sais pas, j'aime bien. Ouais, je sais pas, moi ça m'a un peu gonflé. Mais ce qui fait qu'en fait j'ai fait mon beau français et j'ai rarement payé des tips. Mais bref, sinon New York, ville assez incroyable. On a vécu avec Isia avec qui je suis allé, on a vécu un truc de dingue. Le premier jour où on est arrivé, on s'est rendu sur Times Square, il pleuvait, il faisait nuit, on a eu l'impression d'être dans un film tellement c'était impressionnant. Il y avait de l'eau partout, on n'en pouvait plus, on avait froid, on était trempés, nos cheveux dégoulinés. Mais il y avait un côté genre tellement magique avec autant de lumière, autant de personnes, autant de... C'était grandiose, c'était vraiment grandiose et cette ville est grandiose et je vous encourage vraiment, c'est un budget malgré tout d'aller à New York. Moi je suis très content d'avoir fêté mes 19 ans là-bas, j'en rêvais depuis que j'étais petit donc c'était vraiment fou. Mais si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas, mais passez-y 4 jours et éclatez-vous, vivez à fond. Alors rendez-vous dans cette grande pomme, profitez-en et croquez-la à pleines dents. Bon, écoutez, c'était extrêmement chouette de vous retrouver pour ce nouvel opus du Point G. On espère que le format vous a plu, qu'il était mieux foutu, qu'il était mieux écrit. Mieux travailler, mieux tout court en fait. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour le 13e épisode du Point G. N'oubliez pas, la date de diffusion a changé, nous sortons maintenant le vendredi à midi à l'heure de Montréal et à 18h heure française. Tout ça pour que vous puissiez passer un bon week-end. Petit clin d'œil de fin, cher Mathieu, j'espère que Magellan avance bien et que la pause du parquet s'est bien passée. À la semaine prochaine!